la conférence de presse des médicaux. Je commencerai par une citation, donc peut-être on va se présenter remarquer avant. Donc Damien Maudet, député de la Haute-Vienne, je siège à la commission des finances. Mathias Tavel, député de Loire-Atlantique, pas de Bretagne, Loire-Atlantique, et Élise Le Boucher, députée de la Sarthe. Donc je commencerai par une citation d'un médecin près de chez moi, donc Frédéric Stambach. Les pharmaciens arrivaient à savoir quand est-ce qu'on allait en avoir. Avant de prescrire un antibio, j'appelle la pharmacie pour lui demander ce qu'elle a en stock et ensuite je passe mon temps à bricoler. Aujourd'hui, vous avez pu le voir, la France est frappée par les pénuries. Notre système de santé est mis à rude épreuve après les pénuries de personnel, la pénurie de médecins. Aujourd'hui, on fait face donc à des pénuries de médicaments qui viennent essentiellement d'une part d'un manque de prévision. Après le Covid, après la guerre en Ukraine, il aurait fallu prévoir ces pénuries parce que d'ailleurs tous les ans, on a les mêmes alertes sur des pénuries qui augmentent. Cette année, on a manqué de tout. On a manqué d'amoxicilline, de paracétamol, de Sabril, même de pilules abortives. Et on a manqué partout, que ce soit à Limoges, à Saint-Nazaire, dans les services pédiatriques et même dans le salon d'Apolline de Malherbe. C'est une tendance lourde qui s'accroît. Depuis 20 ans, le nombre de pénuries a été multiplié par 20 et elles ont sextuplé aujourd'hui. Les pénuries, c'est essentiellement des pénuries qui existent aujourd'hui parce qu'à un moment donné, il y a eu un choix de faire des profits. Le mal, il est connu, c'est les délocalisations de tous les principes actifs depuis les années 90. On est aujourd'hui à 80% des principes actifs qui sont produits en Asie contre 20% il y a 30 ans. Aujourd'hui, 40% des médicaments commercialisés proviennent d'en dehors de l'Union européenne. Ces pénuries aujourd'hui, donc c'est la forte demande suite au Covid, qui aurait pu largement être anticipée. Et ensuite, c'est les prix de l'énergie et donc des médicaments qui ont moins de rentabilité. Et donc les intérêts financiers ne peuvent pas guider notre production de médicaments. C'est aussi le fait qu'aujourd'hui, toute la période de délocalisation colle aussi avec une période de fort accroissement des profits pour l'industrie pharmaceutique. Nous, ce qu'on regrette, c'est que le Covid aurait pu être un moment d'espoir, un tournant dans notre rapport à l'industrie pharmaceutique. On a Emmanuel Macron qui parlait de bien public mondial, on a même Joe Biden qui soutenait l'idée d'une levée des brevets, mais finalement on n'a eu aucune levée des brevets, ni licence d'office, et on a eu des vaccins achetés au prix fort, alors qu'une partie d'entre eux ont été subventionnés largement par la recherche publique, notamment américaine. Et ce qui s'est passé d'ailleurs durant la crise du Covid, où on aurait pu avoir un autre rapport avec l'industrie pharmaceutique, c'est que finalement, il n'y a eu aucune barrière qui a été mise, et que même Oxfam explique que cette crise a fait émerger 40 milliardaires dans le secteur de la pharmacie. Je pourrais en citer des exemples. On a tout un paquet d'exemples. Et d'ailleurs, c'était caricatural à tel point que même l'industrie pharmaceutique a été exclue de la taxe sur les super profits proposés par l'OCDE. Donc c'était un tournant raté, on a une hausse des pénuries comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et surtout on a même une poursuite des délocalisations avec l'exemple de Sanofi à qui on a donné 200 millions d'euros et la semaine qui suit a annoncé 1700 licenciements. On a l'usine Carlyle dans le Nord qui faisait la dernière usine qui fait des poches de perfusion de paracétamol 100% française qui a été mise en danger et sauvée sur le fil du rasoir. Et enfin on pourrait citer Saint-Exime dans le Nord aussi qui a fermé, alors c'était la dernière usine d'amphétamine en Europe. Le plan du gouvernement et même le dernier annoncé, on ne voit aucun changement de cap. On est toujours dans une logique de subvention sans contrepartie. Sur les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, on prévoit d'en relocaliser 5% d'ici peut-être 2030. Donc à ce rythme-là, il faudra 200 ans pour qu'on ait accès à tous nos médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Et dernier point, on a quand même la task force proposée par Elisabeth Borne, qui aujourd'hui est composée de 4 personnes du privé sur 6, dont Frédéric Collet, qui est l'ex de Novartis et du LEM. On a Dassault Systèmes, IQVIA qui fait des études pour l'industrie pharmaceutique et son homologue Boston Consulting Group. Et la seule réponse qu'on a de la part du gouvernement, c'est de nous dire qu'il faut augmenter les tarifs en oubliant évidemment que dans des pays comme la Suisse, où les médicaments sont achetés 40% plus chers, il y a aussi des pénuries. On va vous présenter donc la proposition de loi. Très rapidement, le but du pôle public, la proposition de loi tourne autour de ce pôle public, mais le but c'est la production, c'est assurer une certaine partie de la production, un encadrement dans les aides et une transparence dans les prix des médicaments. Peut-être rapidement sur le pôle public, parce qu'on avait déjà présenté le pôle public en tant que tel, mais la loi a été étoffée aujourd'hui avec 9 articles. C'est un établissement sous la tutelle du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche qui, grosso modo, planifie, subventionne la recherche, voire commercialise, qui a aussi des outils, la licence d'office, pour lever la licence d'office, lever les brevets. Qui est composé de membres de la Haute Autorité de Santé, de la NSM, des assos d'usagers, du Conseil national de la recherche, de la HCSP des députés et de certains parlementaires. Je vais laisser la parole donc c'est à Élise pour parler de la partie relocalisation, production. Ensuite, Mathias parlera de l'encadrement des aides et moi je reviendrai sur la transparence et puis après on échangera si vous avez des questions supplémentaires. Bonjour tout le monde.
Alors pour rappel, vous savez tous, on a tous suivi, le 13 juin dernier, Emmanuel Macron a annoncé un plan de relocalisation de l'industrie du médicament. Alors on ne s'attendait à rien, mais on est quand même déçus, c'est clairement pas à la hauteur des enjeux. Comme ça a été expliqué, la situation est grave, elle résulte de décennies de courses au profit et aux dividendes, aux dépens de la santé publique et de la souveraineté sanitaire. Dans la recherche effrénée de marge, de profit, de dividendes, à coût de plans sociaux, l'industrie pharmaceutique a délocalisé la production de principes actifs, de réactifs, de médicaments et de dispositifs médicaux. Alors, comme l'a rappelé Damien, actuellement 80% de nos principes actifs sont produits en Chine et en Inde, et 40% des médicaments finis qui sont commercialisés en France proviennent de pays hors Union européenne. Alors, la pandémie de Covid a montré la force de l'effet papillon, mais surtout notre dépendance sanitaire. Les mesures sanitaires drastiques en Chine, le ralentissement de la production et de la demande suivie d'une reprise très soudaine ont eu des conséquences négatives sur l'approvisionnement en médicaments en France. Avec le choc inflationniste et l'explosion des prix de l'énergie, des producteurs considèrent également qu'il est plus rentable d'arrêter certaines chaînes de production. Alors ce que nous dénonçons, c'est l'aveuglement du gouvernement dans sa politique néolibérale qui nous mène à la situation actuelle. Alors le gouvernement a manqué à sa mission de prévoir et de garantir la souveraineté sanitaire. Et aujourd'hui, il fait soit preuve d'une naïveté, mais j'y crois pas trop, plus d'un entêtement irresponsable, puisqu'il compte se baser uniquement sur une industrie pharmaceutique dont le but n'est pas l'intérêt général, mais la maximisation des profits. Alors nous disons que cette situation n'est pas normale et que nous pouvons y remédier. On peut y remédier avec une politique volontariste. La crise sanitaire semble enfin avoir éveillé les consciences sur la nécessité de garantir notre souveraineté. Et cela concerne bien évidemment la santé. Nous avons en France des normes protectrices, une expertise et surtout des besoins. Et donc c'est pour ça que cette PPL consacre un chapitre spécifique aux outils de relocalisation. Alors, je vais vous les présenter un petit peu. Donc, dans le chapitre 2 à l'article 4, nous proposons d'interdire la fermeture ou la délocalisation des sites de production de médicaments et dispositifs médicaux jugés stratégiques par le pôle public du médicament, mais aussi d'interdire la fermeture ou la délocalisation des sites de production de principes actifs et de réactifs. Lorsqu'un site est menacé de fermeture, c'est à l'État que revient la charge de trouver des solutions alternatives qui permettent de maintenir la production, la distribution et la commercialisation de ce principe actif, de ce réactif, de ce médicament ou dispositif. L'État va donc par exemple chercher des repreneurs et il a un droit de préemption pour reprendre la production. Si aucun repreneur n'est trouvé, l'État nationalise. Cet article permet également de remettre au centre les pouvoirs publics en renforçant le rôle de l'ANSM et du pôle public du médicament pour qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l'état de santé du patient en raison de l'indisponibilité d'un dispositif médical. Nous proposons aussi dans l'article 5, donc un article qu'on a surnommé le Buy French Act. Donc l'idée, c'est que l'État, quand il achète des actifs, réactifs, médicaments et dispositifs médicaux, il doit se tourner vers la production française si celle-ci existe. Cela nous semble évident. Si on a des filières en France, il faut les soutenir. Et dans le cas d'achats à l'étranger nécessaires, un bilan de l'ensemble des achats doit être mis à disposition du pôle public. Dans l'article 6, donc c'est un article qui fixe un cap clair, car de toute évidence, c'est ce qui a cruellement manqué jusqu'ici dans les politiques. Ce qu'on veut, c'est que l'État relocalise une partie de la production des actifs, réactifs, médicaments et dispositifs médicaux d'intérêt stratégique à horizon 2050, s'il n'existe pas de production européenne. Ici, le pôle public du médicament a un rôle central à jouer, car c'est lui qui détermine, en accord avec la NSM et la HAS, la proportion à relocaliser, qui planifie et coordonne la relocalisation avec des objectifs chiffrés et un calendrier qui sont rendus publics en libre consultation. Voilà pour la relocalisation. Évidemment, tout ce travail, tous ces dispositifs, ils viennent de loin. Ça a été évoqué par Damien et par Élise. Moi, je me souviens que déjà en 2011, on se battait contre la délocalisation de l'entreprise Sodi Médical. Ça vous dit si on ne vante rien. C'était le groupe Loman et Rocher qui était dans les textiles sanitaires et médicamenteux et hospitaliers, pardon. Et quelques années plus tard, on s'est rendu compte qu'on n'était plus capable de produire les masques, les blouses, etc. De la même manière, sur le paracétamol, l'alerte ne date pas de ces derniers mois. Elle a été donnée il y a déjà plusieurs années, que ce soit par Jean-Luc Mélenchon ou d'autres figures insoumises. Cette proposition de loi, c'est aussi une réponse au débat qu'il y a eu dans l'hémicycle au début du mois de mars, et où François Braun nous a dit « le pôle public de médicaments, je ne sais pas ce que c'est ». Il y a la pharmacie centrale des armées et des hôpitaux de Paris, et ça suffit. Mais on est complètement à côté
de l'envergure qu'il faut avoir. Il ne s'agit pas de produire des médicaments de façon très spécifique pour telle ou telle situation particulière. Il s'agit d'être capable d'avoir un volume suffisant pour qu'il n'y ait pas de pénurie et que les Français aient accès aux médicaments dont ils ont besoin. Forcément, ça passe par une mise à plat, une refonte totale des aides qui sont aujourd'hui attribuées sans condition, sans contrepartie à l'industrie pharmaceutique. Damien a parlé des super profits qui ont été réalisés. Je veux quand même rappeler qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique est un des bénéficiaires de la première niche fiscale de notre pays, qui est le crédit d'impôt recherche, qui coûte au total 6 à 7 milliards d'euros par an, sans condition, sans contrepartie. Et par exemple, Sanofi, pour ne prendre qu'un seul exemple, a perçu 1 milliard d'euros, ou en tout cas a gagné 1 milliard d'euros grâce au crédit d'impôt recherche en 10 ans, alors même que dans le même temps, ils supprimaient la moitié de leurs effectifs de recherche-développement. Clairement, on voit bien que même d'un point de vue de la simple bonne gestion de l'argent public, qui devrait pourtant être des mots doux à l'oreille de Bruno Le Maire ou d'autres, il y a une nécessité absolue de remettre en cause le fonctionnement du crédit d'impôt recherche, notamment pour ne plus permettre qu'on l'encaisse lorsqu'on supprime des postes. C'est ce qu'on dit dans notre proposition de loi, modifie les règles d'attribution de ce crédit d'impôt recherche pour mettre des conditions très strictes et le réserver aux entreprises qui augmentent leurs effectifs de recherche ou, à minima, qui ne diminuent pas cet effectif et qui ne sont pas mis en cause et condamnés pour des atteintes à l'environnement, parce que vous savez aussi que souvent on retrouve ce qu'on peut appeler des entreprises polluantes et qui toutes ne respectent pas le code de l'environnement et pourtant perçoivent des aides. Le deuxième dispositif en la matière, c'est évidemment que toute aide publique, pas seulement le crédit d'impôt recherche, mais toute aide publique soit conditionnée au niveau de service médical que rend le médicament. On ne peut pas subventionner indistinctement des produits qui sont plutôt de l'ordre du confort et des produits qui sont absolument fondamentaux pour traiter certaines maladies. Et là encore, c'est une manière de bien gérer l'argent public que de le réserver aux dispositifs qui sont vraiment d'intérêt thérapeutique majeur ou qui rendent un niveau de service médical minimal qu'il s'agit de fixer. Et bien sûr, lorsque des fonds publics sont attribués et ne sont pas utilisés dans ce but-là, ils doivent être remboursés. C'est, je crois, quelque chose que nous portons dans ce texte-là, mais qu'on porte évidemment dans l'ensemble des dispositifs, conditionnaliser les aides publiques à des objectifs sociaux, environnementaux ou de souveraineté. Et puis enfin, il y a une question qui se pose sur les marges des médicaments. Et c'est une question d'argent public, mais c'est aussi une question de confiance que les Français peuvent avoir dans les médicaments et dans les producteurs de ces médicaments. Lorsque des médicaments sont juste des machines à cash, il y a une forme de suspicion qui s'installe et qui n'est pas bonne. Et c'est donc une manière aussi de répondre à cette question que de plafonner les marges des médicaments qui figurent sur la liste stratégique qu'aurait à établir le pôle public des médicaments. Non, on ne peut pas faire impunément autant de profits qu'on veut sur les médicaments et sur les dispositifs médicaux. Il faut donc plafonner ces marges, conditionner les aides publiques et remettre en cause la distribution aveugle du crédit d'impôt recherche. C'est ça les principales propositions qu'on défend avec cette proposition de loi. Enfin, dernier chapitre sur la transparence. Aujourd'hui, vous savez, il y a tout un débat sur on ne paye pas assez cher nos médicaments. Je tiens quand même à souligner que c'est 27 milliards d'euros aujourd'hui que paye la sécurité sociale. C'est largement en hausse depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et puis, en fait, on pense que ça, c'est aussi... Bon, d'une part, un faux débat dans le sens où on nous dit à longueur de journée que la pénurie est mondiale, mais on dit que si on paierait plus cher, on pourrait avoir des médicaments. Donc on pense que c'est surtout un problème de production et c'est comment on essaie de doubler cette production pour s'en assurer une près de chez nous. Mais sur la transparence des prix, la transparence de comment se fait le prix, c'est aussi de savoir pourquoi on paye, pourquoi certains pays, par exemple, il y avait quelques exemples, mais c'était un médicament pour l'hépatite C que la France aujourd'hui paye 13 000 € et le Brésil le paye 700 €. Donc on peut aussi se poser des questions de qu'est-ce qui fonde ce prix. Il y avait un rapport de la Cour des comptes qui expliquait que dans la négociation,
leurs objectifs se sont déplacés de la mise en avant d'un retour sur les dépenses investies en recherche et en développement vers des demandes de prix établies en fonction de la capacité à payer des acheteurs publics. Et c'est vrai qu'en France, avec la sécurité sociale, du coup, on est amené à payer souvent le prix fort, mais d'un côté, tant mieux pour que les gens aient accès aux médicaments. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'au moment de la négociation, quand le CEPS, donc le comité d'expertise, le comité économique des produits de santé, quand il négocie avec les laboratoires, puisse avoir toutes les données de ce que l'État ou la sécurité sociale a déjà donné aux laboratoires. Un autre exemple, c'est une étude réalisée aux États-Unis qui estimait que la totalité des 210 médicaments approuvés entre 2010 et 2016 dans le pays avaient bénéficié d'une forme ou d'une autre de soutien financier de la part du NIH ou NIH, l'agence publique américaine de médicaments et de la recherche en santé. Donc, ce qu'on propose dans cette proposition de loi sur la partie transparence, donc c'est notre article 9, c'est d'une part qui est la divulgation des montants d'aide publique reçus par les laboratoires. Aujourd'hui, il y a une espèce d'obligation un peu tacite qui est des labos de donner les montants qu'ils ont reçus en aide publique en général, mais en fait, il n'y a pas de sanction derrière s'ils ne le font pas, ou très peu. Quand on a discuté avec la NSM, ils n'étaient pas capables de nous donner les sanctions. Et pour vous donner à quel point ce n'est pas respecté ou pas assez contraignant, c'est que Sanofi, dernièrement, n'avait déclaré aucune aide, et AstraZeneca avait déclaré 907 € d'argent public touché. Nous, on pense qu'il faut, par contre, qu'il y ait le montant même médicament par médicament. C'est ce qui permettrait d'avoir une meilleure négociation. Quand un laboratoire arrive pour présenter un médicament, qu'on puisse dire oui, mais attendez, l'État a déjà donné tant, c'est pas seulement le fruit de votre unique travail. Ensuite, pour nous, ce qui est important, c'est de divulguer les marges de tous les intermédiaires jusqu'à la production de ce médicament. Et enfin, avec l'appui, parce que cette proposition de loi, notamment la partie transparence, a été écrite en lien avec l'Observatoire pour la transparence des politiques du médicament. On veut que ces données, à savoir combien l'État a donné pour tel ou tel médicament, combien il a été acheté ensuite par la sécurité sociale. On veut que tout ça soit disponible sur une plateforme en ligne parce qu'on pense que c'est quand même un outil de rapport de force dans la négociation des médicaments, de montrer qu'aujourd'hui, non, c'est pas qu'une question de les médicaments sont pas assez chers, mais c'est aussi comment les entreprises pharmaceutiques décident d'exploser leurs marges. Dans le fond, c'est éviter que les contribuables payent plusieurs fois aujourd'hui leurs médicaments. C'est-à-dire que, il y a des exemples un peu qui pourraient presque être caricaturaux, mais ils existent. On avait le cas c'est le Zolgensma, par exemple, qui avait été financé par la recherche publique, puis par les dons du Téléthon, et qui finalement avait été vendu à un moment donné, je crois, 2 millions d'euros à la sécurité sociale. Mais l'idée, c'est de dire que si aujourd'hui on paye déjà dans la recherche publique, il ne faut pas qu'à la fin, il faut que ce soit aussi un peu déduit en fait au moment de payer. Et puis je dirais, on paye 2 fois, c'est-à-dire la recherche, puis ensuite l'achat, mais des fois on paye 3 fois. Quand, par exemple, aujourd'hui, on parle du paracétamol, et c'est très bien qu'il y ait une relocalisation du paracétamol, mais de n'avoir que cette logique de subvention, ça fait que on a payé la recherche pour ces labos, même si le paracétamol, aujourd'hui, c'est un médicament assez commun. On paye la relocalisation, et derrière, on va repayer en plus le médicament au prix fort. Juste d'un point, parce qu'en fait, j'avais eu un débat avec notamment quelqu'un du LEM sur ce sujet, c'était sur LCP, qui me disait qu'on ne pouvait pas... que ce n'était pas possible de faire médicament par médicament la transparence. En vérité, cette mesure, elle a déjà été votée à l'Assemblée nationale. C'était Caroline Fiat qui l'avait portée lors d'un PLFSS en 2019, donc le PLFSS sur 2020. Elle avait même été votée par l'Assemblée nationale. Donc ça semblait logique à tout le monde et faisable. Seulement, elle a été retoquée au Conseil constitutionnel parce qu'elle a été déposée en seconde lecture du PLFSS. Donc juste pour un bidouillage constitutionnel, elle n'est pas passée. Donc ça, nous, on veut la remettre dans cette loi et on reproposera d'ailleurs sur un prochain PLFSS. Sur ce, je vous laisse donc à vos questions si vous en avez. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on a pu aller un peu vite. Donc n'hésitez pas à nous ressolliciter sur le sujet. On se laisse une petite demi-heure maximum de questions-réponses si ça vous va. Ouais. Quand est-ce que c'est quand votre prochaine liste parlementaire? Alors, là, la proposition n'a pas encore été envoyée à co-signature d'ailleurs. On va l'envoyer là dans les jours à venir. Ça nous semblait important, une fois qu'elle a été rédigée quand même, et qu'on avait abouti à tout le texte, quand on a vu qu'Emmanuel Macron aussi proposait son plan de relocalisation, on l'a vu, en fait, il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. On s'est dit que c'était important, nous, de réagir et de montrer le travail qu'on avait fait. On va l'envoyer à co-signature dans la semaine à venir. Et le dépôt sur la niche, là où vous savez que c'est très compliqué, c'est qu'une niche, c'est 24 heures. La proposition de loi fait 9 articles. Donc en vérité, ce sera extrêmement délicat d'étudier 9 articles sur une niche en 24 heures. Donc on en parlait là d'ailleurs juste avant, c'est comment on va faire soit pour réduire peut-être à l'article 1 de pôle public du médicament, enfin là on va faire la proposition de loi en l'état, mais comment on fait dans la niche peut-être pour parler que du pôle public du médicament, comment on reprend les éléments qui sont ici
pour les mettre dans le prochain PLFSS, notamment, alors après avec la contrainte de l'article 40. Et puis enfin, moi je suis très ouvert à ce sujet-là, mais c'est comment on fait signer aussi par les autres groupes, j'avais déjà fait pour d'autres propositions de loi, comment on essaie de faire signer aussi par d'autres groupes parlementaires, pour, si nous on dépose une mesure dans une niche, que les autres groupes parlementaires puissent aussi s'en saisir et le mettre dans leur niche. Notre prochaine niche, pour répondre à la question, il n'y a pas de date fixée ? Pour répondre exactement, le calendrier de la session 2023-2024 n'est pas encore établi, donc la date précise de notre niche n'est pas encore connue, mais on le saura sans doute assez vite maintenant, mais pour l'instant, ce calendrier n'est pas établi. L'envoi à la consignation, vous l'envoyez à la NUPES, plus large. Non, c'est toujours plus large, on l'envoie à tous les groupes républicains d'opposition. Alors, je n'ai pas regardé dans le détail ce qu'avait proposé Pierre Dharréville. Nous, on s'est plutôt aligné aussi sur ce qu'avait déjà proposé Caroline Fiat. Après, moi, je suis assez d'accord dans le fond qu'on a notre proposition de loi qui est là sur 9 articles, qui, nous, on pense, va au bout des choses. Mais sur la stratégie parlementaire, à un moment donné, peut-être qu'il faudra aussi qu'on trouve un format plus synthétique, comme je disais pour les niches, mais aussi pour se mettre d'accord avec plusieurs groupes de la NUPES. Mais je pense que si on le peut, au-delà de la NUPES, on a vu que des groupes type, c'est le député Gouffier-Valente qui, par exemple, qui s'est beaucoup investi sur la question de l'absence de pilules abortives. Il y a même des députés Les Républicains qui vont sur ce sujet-là. Alors, je ne vous garantis pas tout de suite qu'on va faire signer des Républicains ou La République En Marche sur le sujet, mais je pense que ça peut être, in fine, un objectif, à un moment donné, d'avoir une proposition de loi synthétique, mais pour autant qu'il y a du sens, et qu'on arrive à faire signer par les autres groupes parlementaires. Je pense que, pour le coup, tout le monde le voit chez lui, qu'il y a un vrai problème sur la production du médicament, et qu'honnêtement, continuer dans la logique de subvention, ça ne fonctionnera pas. Je recitais le LCP, mais il y avait Aurore Berger qui était là, et donc elle disait, mais il n'y a pas besoin de conditionner les aides, puisque si on donne 160 millions aux entreprises, elles ne vont pas partir du jour au lendemain. En vérité, Sanofi, on leur a donné 200 millions, et une semaine plus tard, ils annonçaient 1700 suppressions de postes. Donc pas du jour au lendemain, mais bon, à 5-6 jours près, c'est à peu près la même chose. Mais je pense qu'on peut, à mon avis, avoir un consensus large sur le sujet. Et puis à nouveau, il y a le PLFSS. Alors on va voir jusqu'à quand le gouvernement nous autorise le débat avant de mettre un article 49.3. Mais l'idée, c'est quand même aussi d'attaquer le PLFSS de manière un peu offensive et de reproposer ces mesures-là. Vous ne parlez pas des génériques. Et par ailleurs, c'est quoi l'état actuel du pôle public du médicament là? Je crois qu'il y en a quelques éléments. Alors, je ne sais pas si c'est un institut français du sang, mais c'est pas vraiment du médicament. Aujourd'hui, le pôle public du médicament, il n'existe pas en France. Il y a quelques pays qui le font. Il y a quelques productions dans certains hôpitaux. Je crois que c'est la PHM qui a de la production en interne. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça, le pôle public du médicament. Quand vous regardez même sur les stocks stratégiques, là, Emmanuel Macron maintenant dit qu'on va faire les stocks à 2 mois, ce qui était déjà dans la loi. En fait, c'est eux, au moment du décret d'application, qui l'ont mis à 4 mois. Donc il n'y a pas grand-chose qui existe. Il y a quelques pays, il y a le Brésil qui, par exemple, a un système, sur les médicaments pas génériques du coup, mais un système où ils vont lever les brevets très rapidement pour mettre pression, pour produire une certaine partie de leurs médicaments. Les Pays-Bas aussi produisent une partie de leurs médicaments. Aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. Et vous parlez des génériques. Justement, la production, en tout cas en premier lieu, la production des médicaments qui nous semble essentielle, c'est tous ces médicaments en fait génériques, ordinaires, et qui pour autant on n'arrive pas à produire. Donc cela, c'est là où on pense que l'État, des laboratoires, dans certains hôpitaux, comment on met en branle tous les acteurs pour s'assurer qu'il y ait une production de ces médicaments essentiels, génériques. Et en fait, aujourd'hui, la pénurie touche tous les médicaments, mais elle touche en premier lieu les médicaments qui sont à faible valeur ajoutée pour les laboratoires. Est-ce que vous voulez répondre? Oui. On est sur une question où on a un bien public, bien commun mondial, on l'a vu très clairement avec la question du vaccin. On a un intérêt national évident d'indépendance. Et donc forcément, la question qui est posée et tout ce qu'on dit, c'est comment on fait pour avoir des médicaments. On propose un certain nombre de choses pour conditionner, pour encadrer, pour réguler l'activité privée, parce que notre proposition de loi n'est pas une proposition de nationalisation intégrale de l'industrie pharmaceutique, mais évidemment que l'objectif, c'est aussi que le pôle public, lorsque c'est nécessaire, produise lui-même.
des médicaments ou d'autres types de dispositifs. En tout cas, c'est clairement un outil qui doit avoir cette possibilité-là aussi, chaque fois que c'est nécessaire. Et parce que ça fait aussi partie du rapport de force avec les laboratoires. Si on leur dit OK, vous produisez, mais la marge est plafonnée et on est prêt à vous aider à telle et telle condition, si vous voulez pas le faire, on le fera. On le fera avec une licence d'office, on le fera sans vous. Et donc vous avez le choix entre un profit encadré, limité, plafonné, contrôlé, transparent, ou pas de profit du tout. Voilà la manière dont on aborde les choses. Voilà, s'ils veulent pas de profit du tout, nous ça nous va. Hein. Donc oui, ça peut passer par des usines publiques, même s'il y a plusieurs leviers avant. Vas-y. Est-ce que ça serait pas plus simple en réalité pour en tout cas les médicaments stratégiques de produire ou en tout cas de faire les médicaments européens et produire des choses stratégiques par un biais sur des entreprises privées qui elles développent de nouveaux médicaments et qui ont peut-être besoin de trouver leur ligne de production. Sur les génériques, nous, c'est ce que disait Mathias, en fait. Oui, on pourrait imaginer que ce soit plus simple. Mais on pense quand même qu'aujourd'hui, il y a des lignes de production. L'amoxicilline, il y a des lignes de production qui existent en France. Aujourd'hui, elles existent, donc on propose de faire avec aussi l'existant dans l'urgence. Mais c'est vrai que dans le fond, la question se posera. Moi, je pense qu'aux Pays-Bas, le fait qu'ils produisent dans certains hôpitaux, même en France, on le fait un tout petit peu. Hein. Mais ça peut être fait à plus grande échelle. Maintenant, si on avait dit, attention, on nationalise toute l'industrie pharmaceutique, on nous aurait dit, mais c'est trop simple de nationaliser toute l'industrie pharmaceutique. Non, mais en vérité, c'est de faire avec l'existant dans un premier temps, parce qu'on sait que du jour au lendemain, on ne va pas faire sortir des usines de terre. Mais que, par contre, il faut préparer l'avenir. Après, d'un point, notamment sur les usines publiques, moi, je reprends l'exemple de Carlyle, donc le dernier fabricant de poches de perfusion de paracétamol en France, qui est passé au tribunal, c'était tribunal de commerce, je pense, qui était dans le Nord. L'État, les députés locaux, la préfecture, n'étaient jamais allés les voir. Ils auraient pu fermer dans l'anonymat complet, et c'est parce qu'il y a eu une mobilisation. Nous, les députés de notre groupe, ils sont allés, qu'on a réussi enfin à ce qu'ils aient un rendez-vous avec l'ESCUR, qu'ils se rendent compte qu'il y avait un problème. Mais ça, typiquement, l'ESCUR avait déjà fixé la ligne rouge. Il disait, bah, s'il n'y a pas de repreneur, tant pis. Sauf que nous, ça, c'est pas entendable. Quand on a une usine une usine 100% française qui produit des poches de perfusion de paracétamol, ben là, pour le coup, ça devrait devenir une usine publique, au moins pendant un temps. Et après, et en plus, la raison de cette fermeture, c'est parce que la France, les hôpitaux français, allaient acheter chez les concurrents allemands. Alors en plus, d'une part, on fait une production française, mais à côté, on assure la commande publique avec des hôpitaux qui achètent stratégiquement français, quoi. Donc ça déroge aussi aux règles des marchés publics européens. Justement, sur ce sujet, il y a eu à la suite de l'affaire Carlyle une instruction ministérielle qui a demandé aux hôpitaux de revoir leurs achats en mettant en avant des critères qui pourraient favoriser des entreprises européennes ou françaises. Le problème, c'est que ça ne marche pas, ça ne prend pas dans les hôpitaux. Et là, vous avez une disposition Buy French Act. En réalité, dans quelle mesure elle respecte les règles de concurrence européenne, cette disposition, si on dit qu'il faut favoriser la France par rapport à un Allemand, par exemple? Elle ne les respecte pas. Elle ne les respecte pas, et je pense que aujourd'hui, on parle souvent des fois de libre-échange et de juste échange. Aujourd'hui, c'est aussi important que les pays puissent s'assurer une certaine production, parce qu'aujourd'hui, aller acheter des produits allemands, mais très bien, et dans les lignes, dans le commerce européen, c'est intéressant, mais c'est sûr que si un jour l'Allemagne est en pénurie de ces poches-là, on sait que les usines qui sont situées en Allemagne iront, même les usines françaises d'ailleurs, les usines allemandes situées en France iront envoyer vers l'Allemagne, et aujourd'hui les usines en Allemagne enverront vers le pays. Donc non, ça déroge aux règles européennes, ça c'est sûr. À 27 de créer toute la production pharmaceutique des médicaments essentiels chacun dans notre pays. Ah oui, non mais... Sur nos voisins européens, même si eux-mêmes... Ah, c'est clair qu'il le faudra, mais quand on a déjà nous déjà il faut qu'on assure une certaine partie des médicaments en France, et c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un lien, qu'il y ait une coordination dans les échanges, mais par contre, quand on a des usines sur place, il est inentendable d'aller les fermer, parce qu'en fait, on a commandé chez le voisin allemand, et en plus, je ne suis pas sûr que le voisin allemand, il ait besoin que des commandes françaises pour vivre. Je pense qu'il y a plein d'autres pays en Europe qui n'ont pas ces productions-là, qui pourraient commander chez lui, mais si nous, on a les produits chez nous, il faut qu'on les commande, il faut qu'on les garde, il faut qu'on les préserve. Mais d'ailleurs, c'est pas qu'un intérêt franco-français, c'est de maintenir plusieurs usines, de doubler les productions, ça permet d'avoir plusieurs sources d'approvisionnement aussi. Et que si un jour le voisin est en difficulté, il pourra aussi peut-être compter sur l'autre pays en Europe qui a gardé sa production. Du point de vue
Bien sûr, tout ce qu'on dit dans l'idéal peut être étendu à l'échelle européenne. Mais nous sommes assez lucides sur le fait qu'aujourd'hui, la règle européenne, c'est la concurrence. C'est pas la coopération. Oui, mais on défendra le fait de sortir de l'Europe de la concurrence pour venir à l'Europe de la coopération, du bien commun et de l'intérêt public partagé par rapport aux intérêts privés. On le fait là sur le médicament, on va le défendre aussi dans le projet de loi sur l'industrie verte. C'est d'une manière générale, les questions qui sont posées, c'est quelles sont les productions indispensables à l'intérêt national. Et ces règles-là, ces productions-là, ne peuvent pas dépendre du bon vouloir du marché. Et la question du médicament, au moins sur les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur ou avec un niveau de service médical significatif rendu, relève d'une production d'intérêt national et pas d'un bien marchand à échanger sur le marché mondial ou même européen. C'est, toute chose égale par ailleurs, la même question en matière d'industrie de défense, en matière d'énergie. Il y a un certain nombre de biens où on voit, en plus, après l'épisode Covid, que ne pas être en capacité de produire nous-mêmes ces produits est une vulnérabilité énorme pour le pays. Et qu'il faut reconstruire ce qui a été détruit, commencer déjà par garder l'existant, c'est ce que disait Élise Le Boucher sur le fait qu'on ne peut pas fermer librement une entreprise qui produit des médicaments, sans qu'il y ait obligatoirement la recherche d'un repreneur, sans qu'il y ait obligatoirement la possibilité pour l'État de nationaliser le cas échéant, et puis entamer le travail de reconstruction. Ça vaut pour le médicament, ça vaut pour plein d'autres sujets industriels où on paye 30 ans de libéralisme. Enfin, c'est ce que disait Élise, oui, tout à fait. Mais enfin, c'est pas une marotte, hein, l'usine Carlyle, mais bon, c'était un dernier exemple criant. Mais c'est quand même évidemment que si on assurait que les hôpitaux français achetaient aux repreneurs, je pense que tout de suite le business plan est beaucoup plus clair. Oui. Ah. Alors, sur le coût de la PPL, peut-être qu'on est des habitués à ne pas avoir le coût de nos PPL. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les remboursements, c'est 27 milliards. Et quand on voit, je vous invite à lire un excellent livre de Rosen Le Saint qui s'appelle Chantage sur ordonnance, où on voit les profits majeurs. Et à mon avis, il y a plus d'économies à faire que de dépenses avec ces productions-là. Quand on voit des fois des marges qui vont jusqu'à 80% sur certains médicaments. Mais ce serait, pour le coup, ce serait la prochaine étape aussi, au moment du dépôt, d'avoir le prix exact. Mais j'ai assez peu de doutes sur le fait qu'on économisera plus de l'argent qu'on en perdra. Et la deuxième question, c'est sur les 50 médicaments, les 25. Moi, j'ai vu l'annonce. J'en ai même parlé avec l'Observatoire pour la transparence du médicament, des politiques du médicament. En vérité, j'aimerais savoir comment, quand. Enfin, il y a assez peu d'infos. François Braun devait préparer un plan. Pour l'instant, je n'ai pas vu de plan, ou alors si quelqu'un a l'info qui me le donne, mais je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu de plan. Et puis surtout, en vrai, moi je suis rapporteur sur France 2030. Donc il y avait déjà des travaux qui ont été faits. Et en fait, il y avait déjà sur les 420 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, la liste qui est donnée par l'ANSM, il y avait déjà le projet d'en relocaliser 5% peut-être d'ici 2030. Donc il nous faudrait 200 ans pour les avoir. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron qui annonce qu'il va en faire 50 sur une liste de 450. Donc en fait, on reste à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Et aujourd'hui, je crois qu'en fait, les annonces d'Emmanuel Macron sont en fait les mêmes qui ont pu être annoncées dans le plan France 2030. Mais j'aimerais le vérifier. Mais en fait, personne n'a les moyens de le vérifier. Ou alors, si vous les avez, donnez-les-nous. Et l'autre point, c'est comment. Évidemment qu'on peut se réjouir qu'il y ait des médicaments qui arrivent. Mais aujourd'hui, on est assez dubitatif que si tout ça ne se fait que par des subventions et de l'argent public donné sans aucune condition, en fait, à la fin, les usines peuvent partir quand même. Ils peuvent prendre l'argent, repartir. On a tout un tas d'exemples dans ce cas-là. Donc moi, j'ai un peu de mal à y croire. Mais tout comme quand on avait pu se réjouir quand Emmanuel Macron était venu en pleine période Covid à Marcy-l'Étoile sur le site de Sanofi
pour montrer qu'il allait donner 200 millions d'euros et qu'ils allaient réinvestir dans les lignes de production, et qu'une semaine plus tard, ils annonçaient 1700 licenciements. Moi, j'ai besoin, en fait, je ne peux pas juste croire ce que dit Emmanuel Macron, j'ai besoin juste qu'on me donne quelques éléments sur comment ça va se faire, quand, voilà, qui a défini ces médicaments, etc., etc. Surtout que c'est une nouvelle liste qui s'ajoute à des listes qui existaient déjà. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Et puis on vous enverra, une fois que la proposition sera co-signée, on vous enverra la version toute finale avec les co-signatures, etc., etc. Voilà. Merci beaucoup.